Salut Philippe. Joël, comment vas-tu? Tu vas bien? Tout se passe bien? Tu vas pas écrire des bêtises ce soir, hein, comme tu as fait avec Anne Roumanoff. Hein. Je te laisserai pas faire. Hein. Tu vas pas nous donner le menu de repas de ta femme. Hein. Malek de la Marsa, bonjour. Clément, comment ça va? Jean-Philippe Luvzik, bienvenue dans le groupe. Ça fait plaisir. Un grand spécialiste du sport, vous le voyez sur Canal+, régulièrement. Et maintenant sur I24 aussi. Ariane, salut, était dans ma classe à Tunis en 4e. Jimmy, un confrère, salut. Nina, une copine, consoeur. Elsa Saban, bonsoir. Bon, ben les Sabans, deux Sabans, Philippe et Elsa. Cadeau Pro, notre modératrice de choc, toujours présente, toujours au poste. Céline Chelly, bienvenue. Bruno Slama, de bonnes nouvelles, on a eu, on est content. J'espère que tout continuera comme ça et que les nouvelles s'amélioreront de plus en plus. Pierre Zetoun de Elat, toujours fidèle. Mourad Chedi, notre ami de Tunis, notre ami dentiste, orthodontiste de Tunis qui fait d'excellentes orthèses avancées mandibulaires. Raymond, salut. Caroline, toujours présente, bonsoir. Franck Checler, comment vas-tu? Ça va, Franck? Tout se passe bien? Le couscous... Non, c'était un poisson complet, tu m'as dit, ce midi. Janina, salut. Michel Sidbon, bonsoir. Martine, comment vas-tu? Martine Ami. Joe. Alors, si vous avez besoin de masque, Joe, il en a. Manoucha, attends, ça va? Lydie Mzali, bonsoir. Gérard Madar, comment vas-tu? Madame Zori, l'épouse de monsieur de la Marsa aussi, pharmacienne. Geneviève, bonsoir. Nathalie. Ah oui, je me suis coupé les cheveux, comme vous voyez, parce que maintenant que nous avons des dames qui viennent brushing et tout, je me suis mis moi aussi, je me suis coupé les cheveux, et voilà, donc... Salut Nathalie. Michel, salut. Claude, notre modérateur aussi, mais c'est pas seulement un modérateur, c'est un ami de toujours. Michael Amar, salut. Oh. Jade, ma petite nièce. Vous allez connaître toute la famille et tous les amis au final, après toutes ces vidéos. Michel Salah, salut. Pascal, ma cousine. Robert, bonsoir. Paul, tiens, salut. Oui, Nathalie, j'étais chez le coiffeur, hein, parce que maintenant... Je vois que mes collègues sont bien coiffés et tout, alors je me suis dit, ces cheveux... Vanina, on va en parler de ce produit, la tocilizumab, qui effectivement est un grand Jean-Pierre, salut de Tunis, la Marsa, c'est un grand espoir, tocilizumab. Sanda de la Marsa, salut, bienvenue, Martine Davila, bonsoir. Donna, Marie-Claude, salut. Corinne. Bon, on va peut-être commencer. Mustapha, comment ça va? Tout se passe bien? Slim, salut. Bon, on est 373. Je pense qu'on peut commencer un peu. Alfred Gage de Marseille. On va faire une réunion avec Sarsaïd, ça continue. Sandra, bonsoir. Bon, ben, je suis content de vous retrouver au bout de 40 dimanche, ma dernière vidéo.
Alors, je voudrais d'abord commencer. Vous avez vu que le système a un peu changé, que maintenant, tous les soirs, il y a un des membres du groupe qui intervient pour faire une vidéo sur un point spécifique. Alors, hier, le premier soir, c'était Dr Michel Cohen-Zardy qui a fait un exposé sur sa vision globale des choses. Hier, nous avions Yael, Yael qui nous a fait Tubiana qui nous a fait un exposé sur la sérologie. C'était très intéressant et très bien. On a appris plein de choses. Et ce soir, vous avez eu Anna qui vous a fait la topo sur la gynécologie et le Covid. Donc tous les soirs, vous allez avoir comme ça des topos différents par un des membres de nos équipes. Je vous profite de ce moment pour les remercier tous. Alors je voulais remercier, donc vous connaissez le docteur Patrick Abitbol. En ce moment, il a des obligations familiales qui l'empêchent de participer au groupe pendant une semaine. Donc il n'est pas là, mais je voudrais le remercier pour sa participation. Sultan Thierry qui a été là au début et qui maintenant aussi a des obligations, il nous a aussi été un peu moins présent. Michel Cohen-Zardy, je l'ai remercié. Sanda Turki, Alex Amanou, Céline Mandac, enfin bon, Steve Tuitou, Gabriella qui est une jeune médecin qui est très pertinente et très très efficace. Ethan Mars qui est aussi un jeune urgentiste. Yael Tubiana aussi qui nous a fait le topo, et Anna Toledano, notre gynécologue. Le docteur Guy Belaïch malheureusement est parti, il n'a pas voulu continuer la route avec nous. C'est vrai qu'il avait des positions un peu tranchées, des fois ça a clashé avec les autres médecins du groupe. Donc il a préféré poursuivre sa route sur sa page Facebook où il continue à informer les gens. Voilà. Donc, voilà, un grand merci à toute cette équipe de médecins qui est autour de nous et qui vous aide et qui vous accompagne depuis maintenant plus de 40 jours. Je voudrais aussi remercier les modérateurs du groupe. Alors, je vais peut-être en oublier. Il y a Dina Saada, c'est la femme de Rudy. Bon, vous savez que Rudy, c'est l'homme orchestre de ce groupe. Hein. C'est lui qui s'occupe de tout, de gérer les interventions. C'est lui qui s'occupe de recruter les médecins. C'est lui qui s'occupe de recruter les modérateurs. Bon, Rudy, c'est l'homme de l'ombre, mais c'est l'homme qui est toujours présent. Vous pouvez l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il est toujours là. Alors merci à Cadeau Pro, merci à Patrick Choucroune, Claude Namer, Aurel, Sophia Lacal qui a pris un peu de distance aussi, Johanna Usor, Nella Suède, et Peggy Dorjman, et bien sûr Rudy Sadan. Donc voilà, donc ce groupe maintenant a 40 jours, je vous ai dit, ce groupe est assez cosmopolite, les gens viennent de partout, puisque vous voyez, il y a des gens même de Beyrouth, il y a des gens des États-Unis, des gens d'Italie, des gens du Portugal, d'Espagne, Tunisie, Maroc, Algérie. Enfin, ça vient de partout. Les gens recherchent en fait de l'information. Pourquoi ces gens recherchent de l'information? Tout simplement parce que depuis 40 jours, on est dans une guerre. Je vous l'ai dit, les premiers jours, on est rentré dans une guerre virale. Et bien la guerre virale, on l'a vécue. Et là, on commence à avoir un peu de repos, mais la guerre n'est pas finie. Vous savez, à l'issue de cette guerre, de ces 40 jours et de la déconfinement, et même après, vous ne sortirez pas les mêmes de cette histoire. On n'a pas vécu la guerre, pour nous en tout cas, qui avons pourtant un certain âge, on n'a pas vécu la guerre de 14, la guerre de 40. Mais si vous parlez à vos parents ou vos grands-parents, ils ont gardé un souvenir indélébile de cette époque. Eh bien nous, on le gardera aussi. Nous aussi, on sera marqués. Vous m'avez vu la dernière fois la vidéo, j'ai craqué, j'ai commencé à pleurer sur le souvenir d'un ami. Mais, vous savez, j'ai peut-être été affecté psychologiquement, mais ne croyez pas que vous êtes tous aussi forts que ça. On le sera tous affectés à la fin de cette histoire. Parce que tous, nous avons eu une peur énorme. D'abord pour nous. On a eu peur pour nous. On a vu nos amis partir. On les a vus partir en réanimation. On les a vus s'étouffer. On les a vus vivre en réanimation. 1 jour, 10 jours, 20 jours, 30 jours. Une horreur, on a vu. Donc ça, même si sur le moment on a vécu ça, mais ça va nous laisser des traces. Ne croyez pas qu'on s'en sortira indemne. Au point de vue psychologique, je pense qu'à l'issue de tout ça, on gardera pas des séquelles, mais on en gardera en tout cas comme un petit traumatisme psychique. Parce qu'on a d'abord eu très très peur pour nous-mêmes, puis on a eu très peur pour notre famille, on a eu très peur pour nos parents, pour ceux qui en ont encore, on a eu peur pour nos enfants, et on a de plus en plus peur maintenant. Et surtout, le problème, c'est qu'un fils pouvait tuer son père.
C'est ça qui était affreux. Et le père pouvait tuer son père. C'est-à-dire que vous pouviez, sans le savoir, étant donné que la contamination commençait 4 jours avant les symptômes, vous pouviez être parti voir vos parents, les avoir embrassés avant d'être malade ou quoi aux caisses, juste avant que commence le confinement et l'histoire des masques, et leur passer la maladie. Et donc vous avez, si vous voulez, la double peine. Non seulement vous perdez un parent, mais en plus peut-être que c'est vous qui lui avez transmis. Donc tout ça est assez traumatisant. Et moi je vous dis, en ce moment je fais pas mal de consultations, je peux vous dire, les gens au téléphone, enfin en consultation, ils pleurent. Ils pleurent, donc ils sont marqués, ne croyez pas. Les gens pleurent, ils ont eu très peur, on sent des stress. Le nombre de gens qui prennent du Xanax, qui prennent du Lexomil, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Et parce que les gens ont eu peur pour eux, pour leur famille, pour leurs parents. Ils avaient peur de contaminer, d'être en plus responsables de la contamination de quelqu'un. C'est affreux ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir. Donc je pense qu'à l'issue de tout ça, il nous restera quelque chose. Moi, vous avez vu, j'ai craqué, mais j'ai pas honte d'avoir craqué, c'est pas grave, j'ai craqué, ben tant pis, j'ai craqué. Mais je pense que ça m'a fragilisé psychologiquement. Mais ne croyez pas, je pense qu'il y a une grande part de la population qui sera fragilisée psychologiquement. Je pense que les gens, cette guerre virale va être vécue comme un traumatisme pour beaucoup d'entre nous. La situation, les images que nous avons vues, les réanimations, tout ça, resteront ancrées en nous. On ne les oubliera pas aussi vite. On ne les oubliera pas ces soirées où on n'a pas pu dormir, où on sentait cet étouffement. En fait, c'était un blocage du plexus, ce n'était pas des étouffements, on risquait pas de mourir, mais on avait des plexus bloqués, on cherchait notre respiration. Les gens prennent un quart de Lexomil pour se détendre, et ça, pour moi, il en restera quelque chose. Ce n'est pas possible d'avoir vécu une guerre sans qu'il reste quelque chose derrière. Je vous dis ça, c'est pas que je veux vous alarmer, mais je vous dis l'impact psychologique qu'a pu avoir cet événement sur nous. Et puis, la conséquence qu'aura cet événement sur nous, c'est les règles du jeu dans votre mode de vie. Vous savez, la vie ne sera plus jamais comme avant. Vous ne croyez pas que vous allez retourner le 11 mai au bureau comme vous étiez allé avant. Il faudra équiper vos bureaux. Il faudra que vous ayez des masques partout à donner à vos clients éventuellement. Il faudrait que vous ayez déjà l'hydroalcoolique à l'entrée de votre bureau. Il faudra que vous aérez 10 minutes toutes les heures votre bureau. Il faudra faire circuler de l'air. Vous ne pouvez pas rester plus que 4 personnes dans un bureau. Vous ne pouvez pas faire une réunion à 15 dans un bureau confiné. Il n'est plus question. Il faudra revoir toute votre stratégie de travail. Pour ceux qui travaillent, un coiffeur, vous ne pouvez pas imaginer demain vous faire couper les cheveux par quelqu'un qui n'a pas de gants. Mais comment un coiffeur doit rester à 1,5 mètre de vous? Quelle est la solution? C'est pas facile. Vous faites une réunion, vous êtes par exemple expert comptable, vous faites ou banquier, grand banquier, vous faites une fusion-acquisition, vous devez avoir 20 personnes autour d'une table. Comment vous allez faire? Vous allez travailler en Zoom. Donc cette crise aura une grande répercussion sur votre vie de tous les jours. Est-ce que vous allez prendre les moyens de transport en commun? Est-ce que vous allez monter dans un bus? Quand vous savez que la ventilation interne, si les volets ne s'ouvrent pas et qu'il y a la climatisation peut insuffler des virus s'il y a quelqu'un qui est malade dans le bus. Donc il faut penser à tout ça. Il faut se préparer au 11 mai. Il faut se préparer à votre nouveau mode de vie. Est-ce que vous allez prendre votre voiture? Est-ce que vous allez marcher à pied? Des vélos? Alors Anne Hidalgo veut que tout le monde prenne son vélo ou loue des vélos. Moi je ne suis pas sûr que je pourrais monter sur un vélo et aller en vélo. Est-ce qu'elle souhaite que les gens ne prennent pas leur voiture? Mais je crois qu'elle se trompe. Les gens ne vont pas prendre les moyens de transport. Tous ceux qui ont une voiture essaieront d'aller en voiture. Ils essaieront de décaler des horaires de travail. Ils essaieront de commencer à 11h ou de commencer à 8h pour ne pas qu'il y ait beaucoup de monde dans les bus et dans les métros. Et essaieront de finir à des heures un peu en décalé. Mais vous ne pouvez pas arriver le 11 mai sans avoir réfléchi à votre avenir, à votre méthodologie de travail professionnel. Vous êtes obligé d'y penser. Il faudra que vous changiez les règles de vie. Ce n'est plus possible. Par exemple, vous êtes au bureau et vous recevez quelqu'un en salle d'attente, il veut aller aux toilettes. Mais est-ce qu'il peut aller aux toilettes? Il ne peut plus aller aux toilettes. Les toilettes, vous savez, ils vont être fermés. Ça sera un endroit où les gens ne pourront pas aller parce que c'est un endroit de contagion, les toilettes. Voilà un exemple. Mais tout changera. Vous allez rentrer, vous allez vous balader avec des masques au moins jusqu'à janvier. Est-ce qu'il faut porter des gants, pas des gants? Est-ce que dans votre métier, vous serez obligé de porter des charlottes, des surblouses?
Je sais pas. En tout cas, il faut que vous pouvez pas arriver le 11 mai comme vous avez quitté votre bureau le 14 mars. Il faudra que vous preniez de nouvelles dispositions, des dispositions d'hygiène au niveau de votre bureau pour éviter les contaminations entre collègues, entre collègues et puis entre clients et vous. Donc votre mode de vie, ne croyez pas, elle va changer au 11 mai et il faut vous y préparer. Il ne faut pas que vous arriviez comme ça, les bras ballants, en attendant le 11 mai. Il faut que vous y prépariez dès maintenant. Donc ça, c'est une chose importante que je voulais vous dire. Je voulais vous parler de ça parce que je pense que cet épisode que l'on a vécu aura obligatoirement un impact sur votre vie future. Aussi bien du point de vue psychologique que du point de vue du mode de vie de tous les jours. Donc ça, c'est un point très important. Je voulais vous parler maintenant des enfants. Alors, les enfants, c'est un problème, puisque vous avez vu cette alerte qui est apparue récemment par le chef de service du chef de service de cardiologie de l'hôpital Necker ce matin, qui a lancé une alerte avec une vingtaine de cas de maladie Kawasaki Light, c'est-à-dire d'une maladie qui ressemble à la maladie Kawasaki et qui est assez grave, puisqu'il y a des enfants qui ont été en réanimation. D'abord, je voudrais vous rassurer parce que le nombre de cas est très faible. Vous avez une vingtaine de cas en France, il y a 0 décès. Et le nombre de cas 20 enfants sur tous les enfants, ce n'est vraiment pas très très important. Ce qui inquiète en fait les médecins, c'est pas tellement la pathologie parce qu'elle n'est pas très grave en soi, mais ce qui inquiète c'est le nombre anormal de patients présentant cette pathologie. C'est-à-dire que d'habitude il y a 1-2 cas, pas 3 cas par an, et là il y en a eu 7-8 en l'espace de 15 jours, et donc ça n'a pas été jugé comme habituel. Et dans cette période de pandémie, bien sûr, les médecins se sont posé la question, est-ce que ça a un rapport avec le Covid? Est-ce que ça n'a pas un rapport avec le Covid? Moi, je peux vous dire que ce matin, parce que ma fille m'a appelé ce matin à 7h du matin, elle a 2 enfants, un enfant de 3 ans et un de 5 ans, et elle était bien entendu très inquiète. Et elle m'a posé la question, elle m'a dit, tu as lu? Alors, moi, j'ai lu, mais vous savez, on lit tellement de choses qu'on ne sait plus croire ou pas croire. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone le matin à une heure correcte, j'ai appelé le patron d'ORL de Necker pour lui demander des informations, parce qu'il faut aller à la source, on ne peut pas aller dans les trucs. Donc lui aussi avait des petits-enfants, donc il m'a dit oui, tu as raison, il faut qu'on voit cette histoire, et il a téléphoné directement au patron de cardio. Alors d'abord, le patron de cardio lui a dit que ce qui a été sorti par l'AFP, en fait, ça a fuité. En fait, lui, il a envoyé des mails privés à tous les patrons de cardiologie de France, de pédiatrique, bien entendu, de France, pour leur demander s'ils avaient des cas similaires. Et quelqu'un a fait fuiter l'information. Et cette information s'est retrouvée dans le grand public. Donc ce n'était pas une volonté... Alors, excusez-moi, ça a coupé. Donc, c'était pas une volonté délibérée de mettre cette information au public. Et parce que il savait très bien que ce genre d'intervention allait paniquer un peu la population. Néanmoins, il a dit à mon ami, il lui a dit que effectivement c'était vrai, qu'il y avait effectivement cette maladie qui était une maladie en fait inflammatoire qui touchait plusieurs endroits. Alors pour la reconnaître, ce sont des enfants, je dis ça aux parents, ce sont des enfants qui ont beaucoup de fièvre pendant plus que 5-6 jours, qui présentent des ganglions au niveau du cou et des problèmes dermato. En gros, ce sont les signes les plus importants avec des signes dermatologiques, des gros ganglions sur le cou, de la fièvre, des gerçures sur les lèvres. Voilà, donc ça c'est pour les principaux signes cliniques. Mais surtout, c'est la fièvre qui ne passe pas. Et donc, pour ces enfants-là, il s'avère en fait qu'il y a une réaction inflammatoire qui est créée. Et le problème, c'est que cette inflammation va toucher les vaisseaux aussi, notamment les vaisseaux au niveau du cœur. Et ça peut aussi entraîner des problèmes de myocardite. Donc, c'est des enfants qui peuvent se retrouver en réanimation et qui se retrouvent d'ailleurs souvent en réanimation. Et donc, mais ils ne meurent pas. On n'en meurt pas, ça se guérit très très bien. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce qu'il ne faut pas qu'on retrouve dans l'histoire qu'on s'est retrouvé avec les adultes, avec pas de place en réanimation, pas de trucs, tout ça. Donc il ne faut pas qu'ils soient un peu inquiets, parce qu'ils sont inquiets de savoir si ça va avancer ou ça ne va pas avancer.
Donc tout ça, bien sûr, nous questionne donc ça c'est vrai, il y a des cas véridiques, il y a des cas en Angleterre, des cas en Belgique, des cas en Belgique, en Angleterre, en Italie. Et donc voilà, même en Israël, j'ai le fils d'un ami qui a été hospitalisé pour une fièvre au long cours. Et la première chose qu'ils ont cherché ce matin, c'était, ils ont fait un électrocardiogramme et une échographie cardiaque. Et bon, Dieu merci, c'était pas ça, c'était autre chose. Donc, pour les enfants, d'abord, les enfants aussi, bon, ça c'est pour le problème alors, ils ont cherché une corrélation entre cette maladie de Kawasaki et le virus. Pour l'instant, un tiers des enfants testés ont montré qu'il y avait un Covid positif. Donc, ce n'est pas suffisant pour eux pour faire la relation. Donc, ils ont décidé de faire des prélèvements, ça c'était au PCR, donc dans le nez. Donc, ils ont décidé de faire des prélèvements un peu plus poussés, de faire des prélèvements sanguins et des recherches de virus dans les selles. Parce qu'ils voudraient essayer de montrer la corrélation entre le Covid et cette pathologie. Parce que pendant cette période d'épidémie, on ne peut pas penser que si on voit un nombre anormal d'une pathologie se développer, on est obligé de le raccorder à l'épidémie qui se passe en ce moment. Donc voilà pour ce qui est de ça. Alors, que faut-il faire des enfants ? Est-ce qu'il faut les envoyer à l'école ? Est-ce qu'il ne faut pas les envoyer à l'école ? Je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour répondre. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut se préparer là aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver le 11 mai en disant « Ah, qu'est-ce que je fais ? J'amène mes enfants, j'amène pas. » Non. Il faut vous y préparer aux deux solutions. Soit les choses vont s'arranger et d'ici le 11 mai, il nous reste 10 jours et les choses seront claires et il n'y aura pas ce qu'on appelle une épidémie de Kawasaki. Et je pense que ceux qui peuvent envoyer leurs enfants ou qui n'ont pas d'autre choix les enverront. Et ceux qui peuvent les garder ou qui ont des solutions différentes peuvent les garder. Mais je pense que si l'épidémie se confirme d'ici le 11, je pense que le gouvernement lui-même ne prendra pas la décision de rouvrir les écoles. Et si lui prend la décision de rouvrir les écoles, de toute façon, ça sera facultatif. Vous prendrez la décision au nom de les envoyer à l'école. Donc pour l'instant, c'est un peu prématuré. Voilà ce qu'il en est de cette épidémie de Kawasaki. Pour l'instant, je vous dis, c'est 25 cas en France. Donc c'est pas beaucoup pour rapporter au nombre d'enfants. C'est des enfants jeunes, entre 3 ans et 9 ans. Et donc, si vous avez des pathologies, si vos enfants ont de la fièvre, ils ont des ganglioses, consultez votre pédiatre. Si votre pédiatre n'est pas là, il paraît que c'est assez dur de trouver des pédiatres en ce moment, consultez votre généraliste. Mais il faut consulter. Vous ne pouvez pas rester avec les enfants. Maintenant, avant, on disait ils font pas, ils font rien. Maintenant, s'ils ont de la fièvre pendant quelques temps, il faut quand même les faire consulter. La deuxième chose que je voulais dire pour vos enfants, je consulte pas mal, je vous ai dit, et je trouve que les enfants sont très déprimés dans les maisons. Les enfants, vous savez, vous leur faites passer votre stress. Ne croyez pas que votre attitude à vous est neutre sur vos enfants. Votre attitude se déteint sur vos enfants. Quand vous êtes stressé, vos enfants sont stressés. J'ai vu hier un gamin de 7 ans, il était tétanisé de peur. Il avait peur. Je lui ai dit, mais tu es petit, qu'est-ce que tu as peur de quoi ? Ah, il a peur du virus. Mais oui, on leur a fait peur. Entre les télévisions, les parents qui s'inquiètent, les coups de fil, les trucs. Mais les enfants, on les a oubliés, mais ils sont là, ils entendent tout, ils vivent avec vous, ils regardent la télé, ils mangent avec vous, ils écoutent vos conversations, les conversations entre copains-copines. Mais ça suffit, il faut essayer de les épargner. C'est comme l'histoire des vieux. Les vieux, il faut aller les voir, mais les enfants, épargnez-les. Ils sont très stressés. Vous ne vous rendez pas compte que vos enfants autour de vous vivent votre stress. Vous leur passez votre stress. Arrêtez de leur passer votre stress. Il faut prendre sur vous et ne pas parler comme ça toute la journée de ce sacré virus. Je le comprends, parce que mais moi, j'ai pas un petit gamin à la maison, j'ai pas un enfant de 7 ans, 8 ans. Faites-les sortir, faites-les respirer. Vous les laissez confiner à la maison, faites-les sortir 1 heure par jour. Laissez-les prendre du soleil, laissez-les jouer au jardin. Vous mettez-leur un masque. Mais laissez-les sortir, faites comme vous, il faut les laisser sortir. J'ai vu des gamins, ils sortent pas. Ils veulent plus sortir, ils ont peur de sortir. Mais ils ont peur de quoi ? Faut pas exagérer quand même. Il y a un moment, il faut rester lucide. Il faut les faire sortir, il faut les faire vivre. S'ils restent confinés, mais leur immunité, elle peut diminuer. Vous savez pas comment ça se passe, l'immunité. Ils peuvent déprimer comme ça, intérieurement, ils peuvent avoir mal là. Alors, il y a du mimétisme qui se crée. Ils ont mal à la tête comme la mère, ils ont mal à la gorge comme le père, ils ont le nez qui coule comme la grand-mère, ils ont les yeux qui piquent. Les enfants, c'est des petits singes. Ils miment ce que font les grands. Donc faites attention de ce que vous faites devant vos enfants
épargnez-les, ne pleurez pas devant eux, ne faites pas, ne montrez pas que vous êtes triste, ne montrez pas que vous avez des angoisses, essayez de leur montrer le meilleur côté des choses, essayez de les faire rire, essayez de les faire jouer, essayez de les faire sortir, essayez de les faire maximum. C'est pour ça que l'école, si on peut les renvoyer à l'école, c'est pas plus mauvais que de rester à la maison 24 sur 24 avec BFM et CNews qui rabâchent que les morts sont là, la vie est là, les morts. Non, donc pensez à eux. Sachez que quand vous êtes à la maison, à côté de vous, il y a un petit enfant qui entend tout, qui emmagasine tout, qui enregistre tout et qui accumule sur lui tout ça. C'est très important ce que je vous dis. Pensez à vos enfants et surtout les petits de 9-10 ans qui sont en âge de comprendre, mais pas trop. Pour eux, c'est très très dur. C'est très dur. Ils ont peur de vous contaminer, ils ont peur de tuer le père, ils ont peur de tuer la mère. Mais si je sors, si j'ai le virus, je vais te tuer, papa. Mais non, tu vas pas me tuer. Qu'est-ce que tu vas me tuer? Tu vas rien tuer. Mais il faut les rassurer. Il faut les mettre en confiance. Il faut leur redonner confiance. Il faut vraiment faire attention à vos enfants. Il faut leur redonner confiance. Ils vont perdre leur confiance. Ils vont être traumatisés par cette histoire. Faites attention. Je vous assure, faites attention. Je vois des gamins, ils sont dans un mauvais état, aussi bien physique que psychique. N'oubliez pas, quand vous parlez, quand vous êtes à la maison, ils sont là et ils écoutent. Ce sont des petits singes qui sont là pour mimer les grands. Donc là aussi, je voulais... Vous voyez, même Nina Koubi me dit que l'immunité baisse quand on est angoissé. Mais oui, les enfants, c'est comme nous. Quand ils sont angoissés, l'immunité baisse. Ils tombent malades. Donc faites-les sortir, faites-les prendre du soleil, rassurez-les. Il faut les faire sortir. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire ce soir sur les enfants. Voilà, je ne voulais pas terminer tout ça sans vous dire quand même la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, parce que quand je vous avais dit à l'époque de prendre des antibiotiques, d'ailleurs je n'ai pas été attaqué par le Conseil de l'Ordre, je rassure beaucoup de gens, je rassure des gens, je n'ai eu pour l'instant aucun remontrance par le Conseil de l'Ordre ni autre chose comme ça. D'ailleurs, je voudrais, avant de parler du tocilizumab, je voudrais d'abord vous remercier à tous parce que j'ai trouvé beaucoup de soutien et beaucoup de réconfort dans tous vos mots que vous m'avez adressés suite à ma vidéo de dimanche. Effectivement, j'ai eu un moment de faiblesse, un moment de mou, mais bon, vous savez, moi je suis médecin quand même depuis 42 ans, je vis avec la maladie et avec la mort depuis 42 ans. Malheureusement, c'est mon quotidien. J'en ai vu beaucoup, j'en ai pleuré beaucoup. Et bon, c'est la vie, c'est ma vie, c'est comme ça. Il ne faut pas vous attendrir sur moi pour ça. J'ai choisi d'être médecin, et ben c'est ma vie. Je l'ai choisi. Si j'aurais fait un autre métier, j'aurais peut-être pas été aussi dur face au décès et à la maladie. Mais moi, c'est comme ça, c'est ma vie. Donc, même si j'ai un coup de mou parce que j'ai quelqu'un de cher qui est parti, et ben par la force des choses, je dois remonter sur le cheval et je dois repartir parce que c'est ma vie, c'est mon travail. Donc ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. Je vous remercie à tous parce que j'ai vu vraiment des messages très très chaleureux. Les gens appelaient, ils ont même appelé mes parents pour savoir si j'allais bien et pour les remercier, enfin tout plein de choses. Donc n'ayez pas peur, je vais bien. Si j'ai décidé de ne plus beaucoup intervenir, c'est parce que je pensais que j'avais pas beaucoup de choses à dire. Voilà, donc pour finir, le tocilizumab, c'est le médicament qui, je l'espère, va nous empêcher d'aller en réa pour de bon. Je l'avais dit au début pour l'azithromycine, l'antibiotique qu'il fallait donner en tout début de maladie pour essayer d'éviter d'aller vers la forme grave. Mais aujourd'hui, un grand espoir, un grand espoir est né avec le tocilizumab, ce médicament qui va... Vous savez, je vous ai expliqué que dans cette maladie virale affreuse, vous avez dans un premier temps une atteinte virale, puis dans un deuxième temps un choc, un tonnerre cyclotimique avec une réaction inflammatoire très 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 violente. Et c'est cette réaction inflammatoire qui tue plus que le virus. Et ce médicament, en fait, qui avait été traité pour les arthrites rhumatoïdes, et comme d'ailleurs le plaquenil du docteur Raoult, qui peut être donné dans les mêmes indications, ce médicament donne des résultats. Alors, il a été testé dans 7 centres à Paris, avec des résultats qui ne sont pas encore sortis, puisque la PHP n'a pas encore validé le papier, et il est en lecture
en voie de lecture par le comité scientifique de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Mais moi, je peux vous dire, parce que mon autre copain, qui est patron de l'hôpital Lariboisière, le professeur Philippe Herban, me l'a dit de vive voix hier, en me disant, Gilou, ou avant-hier, Gilou, j'ai une très bonne nouvelle, parce que lui aussi, il a peur. Ne croyez pas que les médecins n'ont pas peur. Nous aussi, on est morts de peur, parce que nous, on sait ce que c'est 20 jours de réanimation. On sait ce que c'est, on sait. Donc, les médecins, ils ont plus peur peut-être que les malades. Parce que nous, on savait que si on passait de la forme grave à la réa, on savait que malheureusement, c'était compliqué. Donc le tocilizumab a été essayé pour les formes moyennes et les formes sévères. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est arrivé au stade où la fièvre persiste, la toux persiste et le taux d'oxygène baisse. C'est-à-dire que vous savez, je vous ai dit déjà depuis un mois que quand le taux d'oxygène, il faut le surveiller avec l'oxymètre. Quand le taux d'oxygène normal, il doit être au-dessus de 95%. Quand le taux d'oxygène baisse, si vous démarrez le premier jour, vous êtes à 97, 95, 93, 92, à 92, vous devez aller à l'hôpital. On vous met sous oxygène et on voit sous oxygène en lunettes, c'est-à-dire pas intubé. On vous met sous oxygène avec 2 litres d'oxygène et puis on voit si le taux d'oxygène augmente. Si le taux d'oxygène augmente, on vous laisse comme ça et on ne vous met pas en réanimation. Si le taux d'oxygène n'augmente pas, on augmente le taux si le taux d'oxygène dans le sang n'augmente pas, on augmente le débit d'oxygène que vous allez respirer. Et au fur et à mesure qu'on augmente le taux d'oxygène, si vous ne montez pas, il y a un moment, malheureusement, vous allez passer du stade de la forme grave à la réanimation. Et c'est cette forme grave à la réanimation qui est le calvaire. Parce que la réanimation, c'est le calvaire. C'est le calvaire. Même si vous en sortez dans un état où il vous faut du temps pour récupérer. Donc, ce médicament est utilisé quand les gens commencent à chuter en oxygène, avant qu'ils arrivent à la réanimation. Et ben moi, je peux vous dire que mon patron, il m'a dit, je peux te dire que les résultats sont magnifiques. Je lui ai dit, comment magnifique? Il m'a dit, ils sont magnifiques. Les gens sont heureux à l'hôpital. Ils pensent tenir une molécule qui nous empêchera d'aller en réanimation. Parce que notre angoisse, c'est d'aller en réanimation. À la limite, mourir, c'est peut-être. Mais c'est peut-être moins grave que d'aller en réanimation. Donc il m'a dit, c'est la molécule qui, j'espère que nous n'irons pas en réanimation. Je lui ai dit, tu crois? Moi, j'étais très heureux. Vous pouvez demander à ma femme, je sautais de joie. J'ai dit, c'est une merveille. On va pleurer de joie cette fois-ci. On a pleuré de peine. On va pleurer de joie. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Je vais pleurer. Je peux pas. Mais vous savez pas que depuis 2 mois, je ne dors pas à l'idée de la réanimation. Vous savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Moi, je vous le dis. Depuis 2 mois, je ne dors pas. Donc, et je ne suis pas le seul. Tout le monde prend du Lexomil, du Xanax, tout ça. Donc, ne me dites pas que vous êtes tous, vous, magnifiques. Pas du tout. On est tous au même stade. Donc, même mon patron est à mon stade. Donc, je sautais de joie. Je lui ai dit, mais tu es sûr de ce que tu me dis? Il m'a dit, je suis sûr. Ils étaient mourants, ils se réveillent comme des petits oisillons. Je lui ai dit, c'est pas possible, des petits oisillons. Il m'a dit, des petits oisillons. Voilà, ça son mot. Donc, je peux vous dire, mon patron, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'est quelqu'un qui pèse ses mots, c'est quelqu'un qui est très froid. Et s'il m'a dit ça, c'est qu'il peut me donner un grand espoir. Et il ne va pas me donner, il me connaît très bien, on se connaît depuis des années, il ne va pas me donner des mots en plus, il ne va pas me donner des espoirs. Alors, je ne veux pas vous donner un espoir énorme, mais je peux vous dire quand même que voilà encore un médicament qui peut nous éviter d'aller en réanimation. Je pense que l'étude le confirmera, je l'espère. On aura les résultats dans 6 jours. Mais nous avons dans notre équipe notre ami Alex Amanou, docteur Amanou, brillant docteur, qui nous a dit, qui a eu le même constat. Il travaille dans les hôpitaux, je ne sais plus où il travaille, mais il travaille dans les hôpitaux, il fait dans une unité Covid. Il m'a dit qu'il a observé les mêmes résultats. Donc il m'a dit il a dit, puisque dans le groupe des médecins on parle, vous savez que nous, le groupe, on est 10, on échange nos infos. Et donc il m'a dit, tu sais, je vois des résultats incroyables avec ce médicament. Donc, il confirme un peu par regroupement ce que m'a dit mon patron. Donc, j'espère qu'on aura les résultats dans 6 jours. J'espère qu'il nous donnera de grands espoirs. Il y a d'autres molécules, des antiviraux cette fois-ci. Donc, on ne donnerait pas à la même phase, qui en font qui aussi annoncent de grandes promesses, qui se donnent donc à la phase virale au début de la maladie. Eux aussi semblent nous donner de grands espoirs. Donc, vous voyez,
La lueur est là. On voit que plusieurs traitements commencent à prendre forme. Ça commence à se faire. Doucement, doucement, on va y arriver. Malheureusement, il y a eu beaucoup de temps perdu. Tout ça à cause, je pense, des Chinois qui ne nous ont pas informés et qu'on n'a pas pris conscience de la gravité. Voilà, donc vous voyez, l'espoir est là. Ne lâchez pas. Restez confinés. Mais prenez vos dispositions pour votre reprise du travail. Réfléchissez. Pour vos enfants, il faut y réfléchir. Ne vous trouvez pas dépourvu le jour venu, quand la bise fut venue. Vous connaissez l'histoire, il se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Voilà. Donc prenez vos précautions, anticipez. Sachez que le Covid, il faut toujours anticiper. Il faut avoir un temps d'avance sur lui. Si vous n'avez pas un temps d'avance sur lui, il vous rattrape. Donc ayez toujours un temps d'avance sur le Covid. Préparez-vous à la sortie, préparez votre lieu de travail, préparez votre transport, préparez votre manière de manger à midi. Il faut préparer tout ça, anticiper tout ça. C'est ça qui est très important. Ça va être quand on va sortir dans 10 jours, parce que moi je vais sortir, je vais vous le dire franchement, je vais sortir. Moi je serai avec une visière, un casque, le masque, la Charlotte, une surblouse, mais je vais sortir, j'organise mon cabinet. On va pas rester, ne croyez pas que vous allez rester 6 mois à la maison. Donc il faut s'organiser, ne vous trouvez pas dépourvu le dernier jour, prenez vos dispositions, pour vous, pour vos enfants, prenez des dispositions. Ne restez pas bras ballants en attendant que le jour arrive et que vous ne sachiez pas quoi faire. Prenez vos dispositions, anticipez. C'est une pathologie, il faut toujours anticiper, toujours un pas d'avance. Nous, dans ce groupe, on est là pour vous informer, vous donner les premières informations, pour que vous sachiez les choses avant, pour les faire au moment voulu et ne pas être pris dans la nasse. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais très content de vous retrouver. Je vois que tous mes amis sont là, tous nos groupes, parce que notre groupe c'est devenu une réalité, une story-réalité, là, je sais pas quoi, on se connaît tous maintenant. On est 20 000, mais 20 000, c'est les mêmes, on discute entre nous, on a fait des copains, on aime celui-là, pas celui-là, et celui-là il dit il est pas gentil. Voilà, c'est Secret Story, ou je sais pas comment ça s'appelait. Bon, enfin bref, voilà, je vous remercie à tous, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Je vous ai donné quand même, je pense, une bonne nouvelle. Je vous donne quand même, faites attention à vos enfants. Je vous dis au revoir, et comme d'habitude, ensemble nous sommes plus forts. Allez, à bientôt.